Bienvenue dans cette vidéo hors série dans laquelle je vais vous recommander 5 films japonais récents. Cela fait partie d'une nouvelle série de hors série que je vais faire, donc chacun consacré à vous recommander 5 à 7 films récents d'un pays spécifique. Donc là on va commencer avec le Japon. Originellement je voulais commencer avec la Corée du Sud, mais j'ai eu quelques problèmes avec la vidéo que j'ai fait à ce niveau. Donc on va la mettre de côté pendant quelques temps. Je ne désespère pas qu'elle puisse sortir à un moment donné. Mais en attendant, je vais commencer par le Japon et enchaîner avec d'autres pays par la suite, comme la Chine, l'Inde. On va faire ça au fur et à mesure. Petite précision également, quand j'entends film récent, ça veut dire que c'est des films qui datent de 4 à 5 ans maximum. Ici, dans la liste de films que je vais vous présenter, le plus ancien est de 2016. Dans le même ordre d'idée, le but c'est de vous faire découvrir des films qui ne sont pas forcément connus. Donc je ne vais pas parler de films qui, eux, ont déjà eu un certain retentissement lors de leur sortie. Ça veut dire que je ne vais pas parler de films de Koreeda, par exemple. Je ne vais pas forcément parler de films comme les adaptations de Kenshin, qui sont tous de très bons films, mais qui sont déjà connus et qui, je pense, n'ont pas forcément besoin d'avoir un nouvel éclairage les concernant. Ou si c'est le cas, enfin si je voulais les traiter de manière plus approfondie, je ferais dans ce cas-là une vidéo spécifique les concernant sous le format classique, c'est-à-dire pas ce format hors série qui est un format un petit peu à la cool, où on est entre nous et on discute tranquillou des films. Ces petits points explicatifs ayant été faits, allons-y, commençons donc avec le premier film récent japonais à vous recommander. Et le film en question, c'est The Golden Orchestra, réalisé par Toru Hosokawa en 2016 donc. Et The Golden Orchestra, en fait, c'est l'histoire d'une office lady, Chizuru, qui s'ennuie dans son travail et qui a une passion pour la musique classique et qui avait déjà appris quand elle était jeune les instruments classiques, je crois que c'était le violon, et qui donc veut s'y remettre. Et pour ça, donc, elle décide d'intégrer un orchestre, l'orchestre du quartier de sa ville, en quelque sorte. Elle se retrouve dans un orchestre qui est composé de retraités qui font ça vraiment en mode freelance, en mode on se retrouve, et qui ne sont pas vraiment très sérieux sur la pratique musicale. Et donc, elle se retrouve à intégrer cet orchestre-là. Et à partir de là, on trouve en fait la classique configuration des films de sport, donc un groupe de personnages haut en couleur qui sont complètement désunis, individualistes, et qui vont réussir à s'unir sous un objectif commun et à vaincre tous les obstacles sur leur chemin. Alors, ce type de configuration de films de sport, c'est vraiment un classique du cinéma. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vraiment une formule bulletproof. C'est une formule avec laquelle, si vous l'appliquez un minimum sérieusement, vous ne pouvez pas vous rater. Vous allez forcément faire un film au minimum bien. Et donc, évidemment, c'est à nouveau le cas ici. Golden Orchestra, c'est un film qui suit la formule. Et c'est très, très efficace de ce point de vue-là. Un des gros atouts du film, c'est le personnage de Chizuru, qui est interprété par Anne Watanabe. Donc Anne Watanabe, c'est la fille de Ken Watanabe, qui est devenu un peu le japonais de service dans toutes les productions hollywoodiennes à l'heure actuelle. Une ancienne mannequin et qui est également donc actrice. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est excellente dans ce type de personnage comique. Ce qui n'est pas forcément une évidence pour les mannequins. Les mannequins, souvent, enfin c'est quand même c'est pas forcément le même type de travail que d'être mannequin et d'être acteur. Les émotions que vous devez faire passer quand vous êtes acteur ne sont pas les mêmes que quand vous êtes mannequin. C'est évidemment une très jolie fille, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais en général, les mannequins, c'est pas les personnes qui ont un sens comique le plus marqué. Alors, il y a des exceptions, bien évidemment, mais de manière générale, la comédie, ça nécessite une certaine capacité à se moquer de soi-même, à ne pas être trop préoccupé de son apparence, ce qui va un peu à l'encontre d'être un mannequin. Mais Anne Watanabe, eh ben, elle est parfaite dans le rôle, elle est vraiment excellente.
elle a un côté vraiment gaffeuse, à côté de la plaque, toujours un peu dans son monde, un peu déconnectée, et qui est excellent pour le personnage et qui la rend très très attachante. Et ça participe grandement à la réussite de Golden Orchestra. À côté de ça, il y a également un petit aspect qui pourra intéresser les francophones, puisqu'il y a plusieurs personnages français, dont un chef d'orchestre renommé qui a plusieurs, alors qui n'est pas un vrai chef d'orchestre, hein, c'est un acteur qui joue ce chef d'orchestre français. Mais donc ça fait qu'il y a un certain nombre d'interactions entre les personnages japonais et ce personnage français. Et c'est assez sympa parce que ça montre vraiment une relation unie par la musique. Enfin, les personnages sont très positifs, il n'y a pas d'opposition culturelle. Les Français sont bêtes ou les Japonais sont bêtes. Enfin, il y a un véritable respect en fait entre les deux cultures, unies par la musique. Et donc ça rend les relations entre les deux, entre les personnages français et les personnages japonais assez sympathiques, assez chaleureuses et assez agréables à regarder quand on est français évidemment et quand on est intéressé par la culture japonaise. Donc voilà, pour l'ensemble de toutes ces raisons, je pense que Golden Orchestra fait partie de ces films très sympas, donc comédie légère, très agréable, bien faite. Si vous aimez ce type de film, il y a 2 autres films japonais également récents que je peux vous recommander. L'un d'entre eux, c'est Let's Go Jets, qui est le même principe, hein, c'est un film sur le même principe des films de sport, mais là consacré à des pom-pom girls. Et pareil, c'est très bien fait, très sympa. Et l'autre film un peu dans le même registre que je vous recommande également, c'est Mix, sur un tournoi de tennis de table mixte, donc avec un joueur masculin et un joueur féminin. Et évidemment, donc il y a tout un côté comédie romantique par rapport à ça. Et là, encore une fois, c'est très sympa, très bien fait, donc très recommandé. Voilà, donc de préférence Golden Orchestra, mais si vous aimez le genre, n'hésitez pas à aller voir également Let's Go Jets et Mixed. Deuxième recommandation, c'est la duologie des Gintama par Yuichi Fukuda. Donc Gintama, c'est à la base un manga qui mélange Japon féodal et science-fiction avec la présence d'extraterrestres qui ont plus ou moins pris le pouvoir au Japon. Et il y a toutes ces interactions donc entre ces personnages extraterrestres et ce Japon féodal et tout un tas de gadgets modernes intégrés au sein de ce Japon féodal. Et Gintama, c'est un manga avant tout comique. C'est de l'humour totalement délirant. Je dois dire que je n'ai pas lu le manga, donc je ne pourrais pas dire si les adaptations de 2017 et 2018 par Fukuda sont vraiment respectueuses des mangas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les films Gintama sont, en tant que comédie délirante, tout à fait excellents. C'est vraiment, alors c'est de la comédie, mais totalement absurde, totalement nawakesque, hein. Il faut vraiment que vous soyez prévenu là-dessus. Ça va partir dans des délires, mais complètement fous. Mais je pense que c'est ce qui fait la réussite du film. Si on doit choisir entre... Et c'est ce qui fait la réussite du film. Parce que là, on n'est pas sur une comédie. Souvent, les comédies, on va se retrouver à sourire, voire aller faire un petit rire discret, un petit... mais c'est rare quand même qu'on rit aux éclats. Et bien, Gintama, il arrive à vous faire rire aux éclats à travers des situations mais totalement incongrues, à travers des personnages totalement délirants. Et donc, il y a vraiment, moi en tout cas, j'ai eu des moments où je suis vraiment éclaté de rire à regarder les débilités qu'il pouvait y avoir de proposer. Si on doit juger les films proprement dit, je dirais que le premier est certainement le meilleur, parce qu'il a une intrigue qui se tient un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a un fil rouge qui se tient un peu plus, avec un peu plus de développement des personnages. Le deuxième film, comparativement, tombe un peu dans le piège des films à sketch. On a l'impression qu'il y a 3 intrigues différentes en fait qui ne sont pas forcément liées. Ceci étant, même si donc le deuxième est un petit peu moins bien construit au niveau du scénario, il y a toujours des gags absolument fous. Moi, j'avoue qu'il y a un gag mais qui m'a fait
qui m'a fait avoir un fou rire, mais incroyable. Je ne vais pas vous le spoiler, mais pour ceux qui le savent, c'est le moment où l'empereur va au coiffeur. Voilà, vous verrez, c'est totalement, c'est totalement fou. Rien que d'y penser, j'en rigole. Donc voilà, c'est vraiment très très bon à ce niveau. Si vous voulez de la comédie débile, un peu comme ce qu'il peut y avoir parfois à la télévision japonaise, ou bien dans certains moleito de la comédie cantonaise des années 90, la Stephen Chow, eh ben Gintama, ce sera parfait pour vous. Je vous le recommande vraiment chaudement. On reste en 2017 pour la troisième recommandation, et cette troisième recommandation, c'est un film dans un genre tout à fait différent, puisque c'est Sekigahara, réalisé par Masato Harada. Alors, Masato Harada, c'est un réalisateur qui est quand même un vieux de la vieille, hein, maintenant. Il a commencé début des années 80, si ma mémoire est bonne. Il a réalisé des films comme Kamikaze Taxi, Bounce Goggles, des films un peu moins réussis, mais tout de même intéressants, comme Gunhead. C'est vraiment un réalisateur, moi, que je trouve très très intéressant, et qui, pour des raisons que j'ignore, n'a jamais eu vraiment la reconnaissance qu'il mérite. C'est vraiment dommage, et il le prouve à nouveau ici sur ce Sekigahara. Sekigahara, donc, c'est une reconstitution historique de la fameuse bataille qui a mis fin à l'époque dite du Sengoku, l'époque pendant laquelle les daimyo n'arrêtaient pas de s'affronter pour prendre le pouvoir d'un Japon unifié. Et cette dernière bataille opposait Tokugawa Ieyasu, qui est celui qui au final remporta ladite bataille et devint le shogun. Et donc la famille devint le shogun et donc le maître du Japon pendant plusieurs décennies, jusqu'à la restauration Meiji du début des années 1800. Et donc là, il s'opposait à Toyotomi Hideyori, le fils de Toyotomi Hideyoshi, qui était celui qui avait pris l'ascendant après que Oda Nobunaga ait unifié le Japon. Donc tout ça, je pense que c'est des noms, si vous êtes un peu familier. Alors si vous êtes familier de l'histoire japonaise, évidemment, vous connaissez ces noms, mais si vous êtes intéressé par la culture populaire japonaise, vous êtes probablement familier, parce qu'ils sont également apparus dans tout un tas de mangas, d'animés, de films, de manière d'ailleurs plus ou moins fantaisiste. Donc c'est une version réaliste de la bataille finale, donc du Sengoku. Et il y a vraiment une approche très intéressante dans la manière dont Harada présente les personnages. Parce que, évidemment, vu que la bataille a été gagnée par Ieyasu, il y a eu évidemment une tendance à réinterpréter celle-ci sous un angle plus flatteur pour les Tokugawa. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Masato Harada propose une version un petit peu à l'inverse de ça, en mettant en valeur, au contraire, les bonnes intentions et le côté relativement moderne de l'adversaire de Tokugawa Ieyasu, adversaire qui est Mitsunori Ishida. Et donc il en propose un portrait assez intéressant, je trouve, donc un homme très moderne, un homme tiraillé, qui essaye vraiment de faire ce qu'il pense être le meilleur pour le Japon, et qui au final donc perd, ce qui rend encore son destin encore plus tragique. Donc tout le côté reconstitution historique est extrêmement soigné, il est vraiment bien fait, c'est très agréable à regarder. Et en plus de ça, évidemment, on a une grosse bataille avec des armées impressionnantes, qui est vraiment très très sympa à voir, très bien faite. Alors moi, souvent, je suis assez critique des batailles hollywoodiennes, parce qu'on a toujours un peu le même schéma, avec exposition des deux armées sur un coin, et puis elles se rentrent dedans, et ça devient une grosse mêlée, et ça devient à chaque fois n'importe quoi. Les batailles, ça se passait pas comme ça. Ça ne s'est quasiment jamais passé comme ça, peut-être à l'époque des hommes préhistoriques, mais pas après. Les hommes ont vite compris que quand on faisait des batailles avec des armées, il fallait mettre en place des stratégies, et ça a été fait très rapidement, et à chaque fois donc, il y a eu, dans toutes les grandes batailles importantes historiquement parlant, il y a eu des stratégies mises en place par chacun des adversaires, et c'est quelque chose qui n'est jamais, quasiment jamais, mis en valeur dans les films hollywoodiens en général, mais malheureusement également pour la plupart des films
à travers le monde, et je trouve ça vraiment très très dommage, parce que le côté stratégique, ben, c'est passionnant, moi je trouve. C'est passionnant à analyser, c'est passionnant à regarder, c'est passionnant à se demander qu'est-ce qui serait passé si tel mouvement n'avait pas été fait, si tel mouvement avait été réussi, s'il s'était placé à un autre endroit. Et alors, c'est pas évident quand on est cinéaste de réussir à bien expliquer les enjeux de ce type de bataille, donc je comprends que ce ne soit pas évident, et que c'est pour ça que la plupart du temps, les cinéastes ne se prennent pas trop la tête. Mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que le côté stratégique rend les batailles beaucoup plus palpitantes. Et dans Sekigahara, ben, il y a au moins une tentative de Masato Harada de proposer quelque chose d'un peu plus stratégique. Alors c'est pas de la grande stratégie, mais il y a quand même un certain nombre d'enjeux par rapport à l'intervention de tel seigneur de guerre, de telle armée, parce qu'il y a évidemment différentes armées. C'est des coalitions en fait, hein, c'est pas juste l'armée des Toyotomi ou l'armée des Tokugawa, il y en a d'autres qui interviennent, d'autres seigneurs, d'autres daimyo, et donc il y a des jeux d'alliance, il y a des traîtrises, et tout ça, ça a un impact sur la stratégie mise en place, et je trouve que Sekigahara à ce niveau est plutôt pas mal fait, en tout cas il y a une tentative de faire les choses bien, et cinématographiquement parlant, il y a quand même des grandes séquences d'affrontements avec les différentes unités, avec les personnages qu'on suit. Il y a également des personnages de ninja. Alors, les personnages de ninja, c'est toujours un peu difficile parce que la réalité historique des ninjas est très complexe. Je prévois d'ailleurs d'en faire une vidéo sur le sujet spécifique. Vidéo travaillée, pas une vidéo type hors série comme je la fais actuellement. Sur le sujet. Enfin, en tout cas, là, les ninjas qui sont proposés sont relativement réalistes. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça participe donc à l'ensemble des qualités du film qui est vraiment, sur ce sujet, en tout cas, à mon avis, le meilleur et qui est donc un très bon film historique et un très bon film de guerre que je vous recommande donc très chaudement. La quatrième recommandation, elle a été faite en 2019 et il s'agit de Parallel World Love Story réalisé par Yoshitaka Mori. Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer trop sur ce film parce que je pense que c'est le type de film qu'il faut regarder sans rien savoir en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que j'ai pu l'apprécier. Je pense que si vous avez déjà un certain nombre d'éléments scénaristiques, vous allez pas pouvoir l'apprécier de la même façon. Déjà, le titre anglais est à mon avis pas super bien choisi parce qu'il spoil déjà un petit peu ce qui se passe. Mais bon, en gros, c'est une histoire, c'est un triangle amoureux, donc de manière très basique, deux amis, deux hommes, amoureux de la même femme, et voilà. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'intrigues qui se mettent en place, et je ne peux pas en dire plus, je suis désolé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on retrouve un petit peu le même type de mécanisme que dans un film comme Perfect Blue. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'effets de réalisation et de montage de manière à vous perdre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous perd, mais à partir du moment où vous faites l'effort de réfléchir, d'être concentré, de vraiment essayer de suivre ce qui se passe, vous allez quand même réussir à réorganiser le puzzle et vous allez comprendre ce qui se passe. Et ça va vous permettre de vous impliquer dans le côté dramatique, dans le côté romantique de l'histoire. Et à la fin, ça fait que vous allez être nettement plus impliqué et donc nettement plus touché par ce qui arrive au personnage. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que j'espère va vous arriver également si vous regardez ce film. Donc, deux conseils par rapport à ce film, donc, que je répète. Ne regardez rien sur ce film avant. Essayez de le voir vierge de toute information, excepté ce que j'en ai dit là, et essayez de rester concentré sur ce qui se passe, de suivre l'intrigue. Voilà, ne mettez pas le film en espérant que vous allez regarder un film popcorn où vous pourrez aller aux toilettes, où vous pourrez faire autre chose en même temps. Non, c'est un film qui va nécessiter que vous soyez concentré si vous voulez vraiment l'apprécier à son plein potentiel. Mais moi, je vous recommande de faire l'effort parce que vraiment, au final, ça donne quelque chose d'assez touchant et d'assez réussi. Voilà, Parallel World Love Story. Vous m'en direz des nouvelles. Et le dernier film pour cette recommandation, il date également de 2019. Il s'agit de Bento Harassment, réalisé par Renpei Tsukamoto.
Bento Harassment, c'est une comédie dramatique dans laquelle une mère de famille qui est malheureusement veuve doit élever ses deux filles et elle a beaucoup de problèmes avec la cadette qui, au moment où le film se passe, est adolescente et évidemment elle est en pleine crise d'adolescence et il y a un problème de communication donc entre la fille et la mère. Et donc la mère, pour réussir à passer ce problème de communication, décide d'utiliser les bento qu'elle fait à sa fille pour qu'elle mange à l'école, au collège, entre midi et 2. Et bien, elle va façonner les bento de manière à chaque fois à mettre des messages, à mettre ce qu'elle veut lui faire passer comme message dans le bento. Donc déjà, c'est un concept assez rigolo, assez sympa, et il est vraiment bien exploité dans le film. Si, comme moi, vous êtes assez fan des bento, je pense que vous apprécierez parce que vous allez en voir plein sous des formes toutes différentes et toutes plus marrantes les unes que les autres. Je vais d'ailleurs me permettre une petite anecdote, perso par rapport au bento et au Japon. Moi, quand je vais au Japon, mon grand plaisir, c'est de prendre le Shinkansen et de manger un bento dedans. Si vous avez été au Japon, enfin si vous n'avez pas été, sachez que dans toutes les gares, en fait, il y a tout un tas de stands et de magasins qui proposent toute une variété de bento. Et vous pouvez donc l'acheter et le manger, enfin vous le mangez n'importe où, mais l'idée c'est de le manger dans le train. Et je trouve que être dans un Shinkansen, avoir son petit bento, parce qu'ils sont toujours très sympas les bento, enfin il y a tout un tas de différents types de nourriture à l'intérieur, différentes combinaisons, enfin c'est vraiment, c'est absolument génial je trouve. Et donc d'être dans un Shinkansen, regarder la nature ou les villes japonaises qui passent à côté de vous en mangeant votre petit bento et la petite boisson en général inédite parce qu'ils ont tout un tas de boissons toutes plus étranges et exotiques les unes que les autres. Et ça fait partie des grands plaisirs que j'ai personnellement à être au Japon. Et donc Bento Harassment, on retrouve un peu de ça à travers ces bento particulièrement imaginatifs. Et donc ça aide également à créer une très bonne dynamique entre la mère et sa fille. C'est également bien aidé par la réalisation de Renpei Tsukamoto. Renpei Tsukamoto, c'est quelqu'un qui a bossé essentiellement pour la télé, mais c'est quelqu'un que je trouve très à l'aise avec le médium cinématographique, qui est capable de faire un montage très dynamique, avec plein d'idées visuelles, plein d'idées très sympas. Quelque part, alors toute proportion gardée, je trouve qu'il a un petit côté Edgar Wright. Alors moins virtuose qu'Edgar Wright, quand même, vous attendez pas à ce que ce soit à ce niveau-là, mais il y a ce côté quand même ultra dynamique qui joue avec les codes chez Renpei Tsukamoto. D'ailleurs, il avait réalisé entre autres un autre film très sympa qui s'appelait 700 Days of Battle, Us versus the Police, dans laquelle un groupe de lycéens décidait d'entrer en guerre avec le policier de leur village, mais une guerre de farce et attrape en fait. Et il y avait un petit côté Kinengumi, un petit côté collège foufoufou dans les personnages et dans cette espèce de guerre de blagues qui se faisait. Et c'était déjà une comédie très très sympa que je vous recommande également, mais elle est plus si récente pour le coup, donc elle rentrait pas dans le cadre de cette vidéo. Mais en tout cas, on retrouve ces qualités dans ce film donc de 700 Days of Battle, et on retrouve les mêmes donc dans Bento Harassment, et on retrouve les mêmes dans Bento Harassment. Le film a également d'autres qualités. Une d'entre elles, c'est le fait qu'il ait été tourné à Ashijo. Alors Ashijo, c'est une île qui fait partie du district de Tokyo, mais qui est à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de Tokyo. C'est une île qui a déjà été présentée d'ailleurs dans certaines vidéos sur YouTube. Maintenant, on a beaucoup de youtubeurs qui travaillent à partir du Japon et qui font pas mal de trucs sympas. Et en l'occurrence, ici, c'était Only in Japan, John Daube, qui est un très bonne chaîne YouTube sur le Japon, qui avait consacré tout un épisode à Ashijo et qui montrait à quel point c'était une île très agréable. Et donc tout le film, tout Bento Harassment est situé à Ashijo.
Et donc ça apporte un côté très exotique, un peu relax, un peu détendu à l'histoire qui vraiment est tout à fait conforme à l'esprit. Et ça permet également d'avoir un arrière-plan, une ambiance très verte, très verdoyante, un peu quasi balnéaire quelque part. Et c'est donc ça participe, ça aide beaucoup à l'ambiance, à rendre le film très sympathique. Le film aurait pu marcher également s'il était fait à Tokyo, à Osaka, à peu près n'importe où. Hein. C'est pas le lieu où il se passe en réalité n'est pas très important, mais ça apporte quand même un petit côté détendu et sympa au film qui donc lui permet de monter encore d'un niveau, je trouve. D'autant plus que la photographie est particulièrement lumineuse. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément parce que je trouve que depuis des dizaines d'années, en fait depuis le début des années 80 jusqu'au début des années 2010, je dirais, il y a vraiment un problème avec la photographie dans les films japonais. Ils ont adopté une espèce de photographie un peu grise, un peu légère, pastel, qui s'est imposée à l'ensemble de leur production donc pendant cette période de près de 30 ans. Et je trouve ça extrêmement triste. Enfin, ça rend vraiment ça donne un côté télévisuel à leurs films. Et c'est vraiment très très dommage. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un vrai travail, un vrai retour de directeurs de la photographie qui essayent enfin d'apporter un peu plus de couleur aux films japonais. Et ça se retrouve donc dans ce Bento Harassment, et moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc la combinaison de tous ces facteurs fait que Bento Harassment est pour moi une très très bonne recommandation. Encore une fois, c'est comme tous les autres films dont j'ai parlé, je pense que c'est un film qui n'est pas connu puisqu'il n'est pas sorti en France, il n'y a pas eu beaucoup de bruit par rapport à ces films. Et je trouve que c'est très dommage parce que Bento Harassment est un très bon film, tout comme les 4 autres dont j'ai parlé. Donc j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vais continuer donc cette série de hors-série avec d'autres pays. Et je vous dis donc à très bientôt sur la prochaine vidéo.